Soyez les bienvenus pour ce petit déjeuner qui a lieu ici, puisqu'il y a une manifestation officielle, là où habituellement nous nous réunissons, c'est-à-dire au quartier des Célestins à Paris. Soyez donc les bienvenus pour ce petit déjeuner de rentrée, petit déjeuner que nous devons à Juliette qui nous a rejoint, pour qui aujourd'hui c'est un petit peu le baptême du feu. Donc voilà, merci Juliette, bienvenue au club. Et si vous voulez, ce petit déjeuner, on va commencer par une leçon de géographie. J'ai envie de vous faire voyager. On va voyager, on va aller au Yangtze-Kiang. Alors vous voyez, c'est loin le Yangtze-Kiang. Eh bien, le Yangtze-Kiang, c'est un fleuve qui a 700 affluents. 700 affluents, c'est-à-dire que ce sont des fleuves, des petits fleuves, des rivières, qui convergent vers le Yangtze-Kiang et à un moment donné se fondent dans le Yangtze-Kiang. Donc on a des domaines géographiques séparés, mais qui, par convergence, se réunissent, ne font plus qu'un jusqu'à l'estuaire. Et à côté de ça, on va aller voir tout simplement l'Ob et le Yenisei, le Tigre et l'Euphrate, le Gange et le, je ne sais plus quel fleuve à côté, mais vous comprenez, ce sont des fleuves qui convergent. Ils convergent. Mais à un moment donné, ils ne se rejoignent pas. Mais ils sont sur le même ensemble, le même écosystème, la même nappe phréatique, le même espace d'échange des eaux, des irrigations, des eaux. Donc en fait, ils ne font pas un, mais ils sont très interdépendants. Et cette interdépendance, on la mesure notamment, effectivement, par les échanges du Rhin, échanges par des canaux, c'est le cas du Rhin et du Danube. Donc, vous voyez qu'on a cette image un peu géographique qui va nous permettre d'aborder le petit déjeuner de ce matin sur la convergence et les défis de la sécurité physique et cyber. Et pour cela, nous avons 5 invités. Jean-Marc Cottret, ciseaux aussi d'EDF, et un homme très engagé dans la sécurité des centrales nucléaires notamment. Thierry Delville, qui est vice-président responsable de la sécurité de Capgemini. Et nous avons Grégoire Doré, qui est directeur de la sécurité générale de la PHP, ici présent. Sébastien Duquesne, qui est directeur de la prévention des risques, de la sûreté et la sécurité de la Tour Eiffel. Donc, quand vous direz à la Tour Eiffel, maintenant vous pensez à éviter de penser à Grégoire en allant dans les hôpitaux. Mais en tout cas, c'est Ludovic, le colonel Monsieur, qui est comme cyber, maintenant cyber du s'occupe de tout ce qui est connaissance, gestion des crises et tout ce panel. Je pense nous montrer qu'il y a convergence incontestablement. Pour autant, il n'y a pas forcément fusion. Ce n'est pas le Yangtze-Kiang, il est plutôt dans le pays de l'Euphrate. Donc, je vais commencer par demander à Jean-Marc Cottret d'ouvrir le feu, parce que j'ai eu le plaisir de l'accueillir au Roseau, comme vous savez, il y a le forum cyber des territoires du Roseau qui est en train de concurrencer terriblement celui de Lille, celui de Montréal et celui de Tokyo. Donc au Roseau, Jean-Marc Cottret est intervenu et j'ai trouvé que son raisonnement sur la réflexion était tout à fait pertinent. Je sais que dans d'autres cieux, il a également une présentation très structurante, très pédagogique, et qui, je pense, va éclairer nos débats. Alors, merci à Jean-Marc de commencer pendant une vingtaine de minutes avec la présentation. Ensuite, pour vous, mes amis, le principe, c'est pas de rester silencieux, mais de réagir vu de votre côté par rapport à votre expérience, par rapport à votre branche. La Tour Eiffel, c'est pas un hôpital. Et la gendarmerie, c'est la Tour Eiffel. Donc, chacun a une façon d'aborder le sujet. Et je pense que ce sera très intéressant de vous écouter, avec, bien sûr, le principe qui est tous nos téléphonés. Ce n'est pas un silo. Il n'y a pas la parole est à Sébastien Duquesne, et après la parole. Non, oui, bien sûr, vous prendrez la parole, il n'y aura pas de cacophonie. Mais surtout, n'hésitez à aucun moment à intervenir en disant oui, mais moi personnellement, je le vis un peu différemment, mais je retrouve les mêmes éléments
de convergence. Voilà, mes chers amis, si vous voulez bien, nous allons commencer. Je laisse la parole à notre ami qui va nous présenter. Je crois qu'il y a pas mal de slides à présenter. Donc, merci à vous de commencer. Merci, mon général. Je suis très honoré de participer à ce petit déjeuner. Je vais vous parler un petit peu de ce que je connais en tant qu'expert dans le domaine de la cyber à EDF. Ça fait plus de 30 ans que je suis à EDF, presque 35 ans. Une bonne trentaine d'années dans le secteur du nucléaire. Monsieur, je suis désolé. Le micro marche mal, je pense qu'au fond de la salle, on vous entend peu. Il y en a un autre. Vous entendez au fond, Jean-Marc? Essaye peut-être celui-ci. Alors on va changer de micro. Ah, pardon. Oui, est-ce que ça c'est mieux? Ah oui, je crois que c'est mieux. Très bien. Donc je vais vous partager un petit peu les démarches que j'ai mises en place au sein du groupe EDF avec Monsieur Lignol, notre directeur cybersécurité. Et pour ce qui me concerne, je suis particulièrement sur les sujets de les systèmes industriels, les systèmes de contrôle-commande ou les systèmes de protection de nos installations industrielles. Vous avez, je trouve, très bien introduit cette histoire de convergence. Aujourd'hui, on constate dans le groupe EDF que agir en silo, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Les deux domaines aujourd'hui, que sont la sûreté d'exploitation et la cybersécurité, doivent absolument interagir l'une avec l'autre. Et donc cette collaboration est devenue plus que cruciale dans un environnement où les technologies sont de plus en plus connectées, où on retrouve de plus en plus des systèmes d'IoT, ou des systèmes de caméras de surveillance qui parfois sont justement en IoT ou connectés, et des dispositifs qui peuvent agir sur le monde physique, à savoir par exemple des dispositifs de contrôle d'accès, des dispositifs d'accès dans des zones très sécurisées, ou des dispositifs qui opèrent directement dans le monde physique pour protéger les systèmes que l'on doit opérer en tant que fournisseur d'énergie. Alors nous avons aussi dans le groupe EDF toute une partie qui relève plus d'Enedis. Enedis qui, comme beaucoup d'entre vous, est concernés par les compteurs Linky, ont des sujets liés à la chaîne communicante. Et donc ça introduit, encore une fois, des nouvelles expositions à des risques, notamment ceux liés au fait que les technologies de l'IT et de l'OT convergent de plus en plus, et donc on retrouve des flux qu'il faut absolument maîtriser. Et donc ça rejoint un peu votre introduction sur l'échange de flux entre les domaines et le fait que certains systèmes opèrent dans des fonctions critiques et qu'il faut absolument évaluer en termes de risque et en termes d'exposition. Une fois qu'on a dit ça, je résume ce que je viens de dire. Hein. Les systèmes sont de plus en plus interconnectés et on a un problème de gouvernance qui naît de par cette exposition. Et entre autres, le fait de pouvoir solliciter les métiers sur les sujets qui sont les leurs, à savoir la résilience de leur système. Et donc, toute cette évolution des choses, avec l'évolution des menaces, fait qu'on est absolument contraint de tenir compte de ce contexte et de faire cohabiter les deux spécialités. Alors, deux disciplines, évidemment, avec deux cultures différentes. D'un côté, sur ce que j'ai écrit en bleu ici sur ce support, c'est les risques dits aléatoires, autrement dit ceux qui relèvent de la gestion probabilistique. Et à droite, plutôt les sujets cyber avec une cible et une gestion déterministe. Bon, tout cela conduit à, pour la sûreté de fonctionnement, à mettre en place des dispositifs de prévention, des mesures liées à des plans d'urgence. Et à droite, dans le domaine de la cyber, on est aujourd'hui beaucoup sur la surveillance. Et pour surveiller, il faut connaître ces systèmes, connaître les risques, connaître les expositions et être capable d'agir s'il y a un problème et d'agir vite. Parce qu'en cyber, le temps est compté. Et donc c'est un peu ces deux disciplines qui doivent cohabiter vers une synergie permettant justement de rendre plus résilients nos infrastructures. Bien, le numérique menace-t-il le réel? Aujourd'hui, je crois qu'on a tous dans nos environnements une évidence vis-à-vis de cela. Une cyberattaque sur un contrôle d'accès physique, très clairement, vous imaginez bien ce que ça peut représenter. C'est une intrusion dans un environnement qui peut justement donner lieu à des attaques ciblées.
Et donc la cohabitation entre les systèmes numériques et les systèmes de protection physique sont devenus absolument c'est crucial. Et donc l'approche aujourd'hui qui est autour de ce sujet-là est une approche de gouvernance et de convergence qu'il faut absolument maîtriser. Alors, un mot sur cette situation de convergence. En fait, à EDF, on a depuis longtemps la culture du risque. On sait qu'en sûreté, par exemple, ce risque zéro n'existe pas. Et donc, on a mis en place des démarches de défense en profondeur pour pouvoir justement apprécier en quoi les situations sont plus risquées que d'autres. Et donc, on est beaucoup porté sur les sujets de ligne de défense. Et donc on a décidé, il y a quelques années maintenant, 2017, loi de programmation militaire, on a décidé d'introduire la cyber dans nos lignes de défense de sûreté. Et donc sur le nucléaire, par exemple, vous avez 3 grandes lignes de défense technique pour protéger le réacteur nucléaire, l'enceinte de confinement, toute la partie circuit primaire et la gaine du combustible. Aujourd'hui, on vient rajouter dans notre défense en profondeur la protection physique et le cyber. Et donc on n'a plus 3 lignes de défense, mais 5 lignes de défense. Et c'est cette approche graduée, appliquée à ces 5 lignes de défense, qui font qu'on cherche à rendre de plus en plus résilients nos infrastructures. Vous avez ici à l'écran les 5 degrés de sécurité qui ont nourri cette approche graduée. Tout en haut, le niveau 5, ce sont les systèmes qui sont en interface directe avec Internet. En niveau 4, on retrouve ce que l'on appelle les systèmes de gestion des activités, autrement dit des systèmes de gestion industriels, entre autres la GMAO qui se retrouve dans ce niveau 4. Et puis on rentre tout de suite dans le domaine industriel à part entière, à savoir le système qui opère dans le monde physique, avec un degré de sécurité 3 qui est un degré très important pour nous, puisque c'est à cet endroit que en fait, se fait la convergence IT-OT. Et donc notre but est de classer tous nos systèmes en degré de sécurité pour pouvoir évaluer l'impact de ces systèmes vis-à-vis des fonctions et de leur rôle dans nos infrastructures. Le niveau 2, c'est tout ce qui touche à la protection de site, mais aussi au système de contrôle-commande. Et le niveau 1, c'est globalement ceux qui sont plutôt en lien avec la sauvegarde des installations, avec l'importance vitale notamment. Et donc on retrouve à ce niveau-là des choses très très critiques et qui justement font l'objet de mesures de sécurité très très poussées. Unir sans confondre, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est que en fait cette complexité croissante des numérisations de nos systèmes à la fois de contrôle-commande, de protection physique, mais aussi nos systèmes de gestion de la donnée entre le domaine opérationnel et le domaine de gestion font qu'aujourd'hui, on a absolument besoin d'avoir une synergie entre ces deux cultures. Et donc, c'est cette gouvernance qu'on a mise en place pour faire en sorte que l'on puisse justement évaluer les risques selon la criticité des systèmes, avec les métiers et en rapport avec le rôle des différents systèmes dans l'exploitation. Et donc, un de mes rôles aujourd'hui, c'est d'orchestrer tout ça. Donc, on est sur des sujets, entre autres, liés avec la réglementation, puisque demain, avec Nice 2, on va devoir probablement se réinterroger. Et donc, on va imposer une classification de tous nos systèmes d'information, qu'ils soient de gestion ou opérationnels, c'est-à-dire industriels, y compris protection de sites. Et donc, cette classification va forcément introduire un référentiel de sécurité, c'est-à-dire des mesures adaptées à la criticité des systèmes selon leur classification. Alors, cette gouvernance va donc faire cohabiter les démarches de sûreté de fonctionnement avec les démarches de sécurité physique, mais surtout avec la cybersécurité. Et donc, toutes ces approches couplées maintenant à des dispositifs de détection automatique, pour tout ce qui est justement recherche de compromission ou de pénétration dans nos réseaux, font qu'on a créé le centre d'excellence cyber à EDF début 2025. Et on a regroupé nos forces pour pouvoir justement disposer d'une gouvernance qui pilote cette dynamique pour pouvoir notamment apprécier l'arrivée des futures exigences réglementaires.
Je pense qu'on peut passer tout de suite sur les échanges avec mes collègues. Globalement, ce que vous avez dans mes propos compris, c'est que l'on ne peut pas dissocier les démarches de sûreté de fonctionnement avec les démarches de cybersécurité. Et l'enjeu, c'est donc de faire cohabiter tout ça dans un écosystème avec une gouvernance adaptée. Mes chers collègues, j'ai lancé le débat. Je pense que ça va susciter pas mal d'échanges, je l'espère. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, c'était très clair, je crois, comme introduction. J'ai noté quelques mots. Fusion serait un peu la confusion. Donc, il ne faut pas aller vers la fusion. La convergence, on l'a dit, c'est pas le rassemblement, le regroupement. Les grands Big Bang n'ont jamais été très profitables, surtout à l'heure où on est plutôt dans la connexion plutôt que dans la fusion. Voilà. J'ai entendu le mot gouvernance. Je crois qu'on reviendra sur la notion de gouvernance parce que c'est important. Finalement, qui est le pilote dans l'avion et est-ce que ma main gauche est plus forte que ma main droite ou est-ce que mes deux mains sont à peu près équilibrées? Donc tout ça, ce sont des mots-clés qui me paraissent intéressants qu'on va pouvoir développer. Alors si vous voulez bien maintenant, je vais vous donner la parole à vous quatre. Dans l'ordre, on va commencer par la Tour Eiffel. N'y voyez pas, l'hôpital n'est pas maltraité parce que je commence par la Tour Eiffel, mais je le fais dans un ordre. C'est en gros, par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc à l'instant, en quoi vous vous y retrouvez et quels sont les points éventuellement qui sont particuliers par rapport à votre entreprise, par rapport à sa fénilité et son organisation. Merci mon général, merci Juliette aussi pour l'organisation. C'est extrêmement intéressant de voir ce type de présentation. Moi je rêve d'une conceptualisation aussi poussée au sein de mon entreprise. La Tour Eiffel c'est très haut, 330 mètres, mais c'est 460 employés. Donc on est dans un système d'organisation qui est un peu différent. À notre petite échelle, là où on s'y retrouve très clairement, c'est qu'il y a vraiment deux cultures différentes. Et il ne faut pas fusionner. En revanche, comme on travaille tous sur le domaine de la crise, et ce type d'organisation est nécessaire pour anticiper la crise. Quand on est en crise, on a besoin d'une unicité de commandement. Ça, c'est primordial. Et on voit très bien que les deux cultures différentes, en résumé, la culture de l'IT et la culture de la sécurité au sens large, moi je dirais plutôt protection globale, ne permettent pas d'organiser sereinement, en avancée, cette unicité de commandement. Ça, c'est primordial et ça va rejoindre la thématique de la gouvernance dont nous allons sûrement parler plus en détail par la suite. Voilà le premier point. Allez, dans la foulée, donc APHP, Assistance publique, hôpitaux de Paris. Alors nous, on n'est pas très haut, enfin quoi qu'on a des IGH, mais on est surtout très large. L'APHP, c'est 38 hôpitaux, et comme vous savez sans doute, un hôpital, c'est une vraie ville. Coordonner 38 hôpitaux, c'est déjà complexe. Alors vous imaginez bien qu'en matière de sécurité d'un côté et de cybersécurité de l'autre, la convergence n'est pas si évidente que ça. Je vais vous raconter juste une petite anecdote pour commencer. Au mois d'août l'année dernière, on était en plein JO et heureusement nous étions déjà constitués en cellules de veille, crise, etc. Qu'est-ce qui se passe? On a tout notre système d'information qui tombe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure d'électricité dans un de nos data centers qui n'a pas été, on va dire, pas géré correctement, on va dire ça comme ça. Et puis, on a un autre data center qui n'est pas totalement redondant pour toutes les applications. Enfin, je vous passe le détail technique. Mais finalement, tout le monde s'est organisé pour assurer, et ça c'est un des principes fondamentaux de notre République, c'est d'assurer la continuité, pas forcément la continuité, l'accessibilité aux soins. Et ça, c'est fondamental. Donc, pour assurer cette accessibilité, il faut que l'hôpital fonctionne. Et pour que l'hôpital fonctionne, il nous faut de l'énergie, il nous faut un système d'information, parce que tout notre système d'information hospitalier est géré par informatique, que ce soit les dossiers des patients, la radiologie, la biologie, etc. Et donc, c'est un fonctionnement qui doit être extrêmement protégé. Forcément, on s'est concentré là, ce jour-là sur finalement assurer
cette accessibilité, ce fonctionnement des hôpitaux. Et finalement, il a fallu pour beaucoup y aller, comme on dit, passez-moi l'expression, mais à la mano, c'est-à-dire que comme tout le système tombe, il n'y a plus d'accès à l'imagerie, il n'y a plus d'accès aux résultats médicaux, il n'y a plus d'accès au dossier du patient. Donc vous imaginez, alors heureusement d'un autre côté, on a notre système sécurité qui fait partie d'un autre système d'information, enfin qui est différent, il n'est pas mieux protégé mais il est différent. Et personne ne s'est posé la question, donc forcément c'est mon job, de réagir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi y a-t-il eu cette coupure d'électricité? Et finalement, ah oui, tiens, oui, c'est vrai, pourquoi? Pourquoi? Donc moi je me suis mis en contact avec Enedis, justement, pour savoir si finalement c'était pas une histoire de sabotage, par exemple, ou s'il n'y avait pas eu malveillance. Bon, il s'avère que non, finalement, c'était pas le cas. Mais vous voyez, les applications qu'ont les incidents, on va dire, physique sur tout un système de fonctionnement est extrêmement important. Donc on parlera de gouvernance par la suite, mais nous, ça reste quand même embryonnaire. Je vous donne juste simplement une indication sur notre organisation. La direction des services numériques, les DSI de la PHP, ils sont 560. C'est la plus grosse direction centrale de la PHP avec le gros budget. Pour assurer la direction physique de la sécurité, nous sommes deux. Bon, bien sûr, il y a les relais dans tous les hôpitaux, mais voyez un petit peu cette différence d'approche qui est, à mon sens, et j'y reviendrai sans doute, quasiment idéologique. Je passe la parole. Bon, puisqu'on parle de la... on n'a pas encore abordé le sujet de gouvernance, mais effectivement, on voit bien la différence des configurations, des organisations. Donc Capgemini, c'est... avec les acquisitions qui sont en cours, ce sera début 2026, à peu plus de 400 000 personnes dans le monde, réparties dans à peu près 55 pays. Donc vous imaginez bien que la manière dont est organisée la réponse cyber, qui en plus dans une boîte de numérique par essence, et dont la cyber est aussi une fonction business aussi, c'est aussi une fonction qui est vendue par la société. Donc il est clair qu'on a une approche de l'organisation de la protection d'entreprise qui est sensiblement différente des configurations qui ont été présentées. Là où effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit en introduction par Jean-Marc, c'est que la convergence des fonctions est une évidence au quotidien. On voit à travers le monde, dans toutes les régions du monde, des modes opératoires et des menaces de plus en plus hybrides. On a affaire à des... si je dois caricaturer un peu la représentation qu'on peut avoir de certaines menaces, il est clair que l'identité, par exemple, est un sujet clé pour la cyber, le zéro trust, enfin je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. En revanche, la thématique de l'identité est aussi un sujet majeur pour le recrutement, pour les problématiques RH. C'est très bien de donner des droits à des gens, à un système d'information. C'est aussi très bien de vérifier que ces gens sont bien ceux que vous pensez recruter et qu'il n'y a pas d'ambiguïté et de problème en amont. Sinon, effectivement, on a un peu raté. Voilà. Donc toutes ces thématiques-là sont éminemment liées. Il y a un continuum qui s'inscrit. Alors, selon les choix, les arbitrages, la culture, les personnalités en présence, il y a aussi beaucoup de problèmes d'ego dans ces questions de convergence, on ne va pas se le cacher. Voilà. Mais on va se retrouver devant des organisations différentes. En ce qui concerne Capgemini, on travaille dans une vraie approche de gouvernance partagée, mais je ne veux pas aborder le sujet plus en amont, puisqu'on va en parler après. Alors effectivement, moi je vais apporter un message légèrement différent, puisque moi j'arrive ici en qualité d'observateur depuis le balcon des forces de sécurité intérieure. Bon. Et il se trouve que la division que je commande au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace est en charge de l'anticipation et la connaissance des menaces. Les atteintes sur les SCADA, pour dire les choses, et d'une manière générale, la convergence OT-IT est un vrai sujet de préoccupation pour nous.
Jusqu'à présent, il était d'usage de dire et de répéter dans les cénacles un peu informés qu'une attaque informatique ne tuait pas. Alors on citait généralement une femme hospitalisée à Düsseldorf qui a été évacuée de son hôpital parce qu'il y avait une attaque par ransomware et qui est morte pendant le transport. Et puis en Grande-Bretagne, il y a eu également un cas où la justice a déterminé que l'attaque informatique et donc les attaquants étaient responsables de la mort également d'une femme dont les résultats d'analyse ne sont pas arrivés à temps. Mais c'était à peu près les seuls liens qu'on pouvait faire. Il est vraisemblable que cet état ne dure pas et qu'aujourd'hui on soit capable, dès aujourd'hui, de faire des attaques létales en détournant un outil industriel, en l'arsenalisant en quelque sorte, de façon à créer eh bien, soit un sentiment de terreur, soit éventuellement de réaliser un chantage purement crapuleux. Si vous allez sur YouTube, il y a une vidéo qui a été mise en ligne par un acteur malveillant qui s'appelle Predatory Sparrow et qui est israélien. Et cet acteur malveillant revendique le fait d'avoir mis le feu au sein d'une aciérie iranienne. C'était en 2022. Allez la voir, c'est très impressionnant. Alors, ils précisent qu'ils ont attendu que les employés quittent la plateforme avant de détourner le haut fourneau et de déverser le métal en fusion dans l'usine. Mais on pourrait très bien imaginer que des acteurs malveillants moins scrupuleux ne prennent pas la peine de protéger entre guillemets les vies humaines. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs malveillants qui revendiquent le fait d'avoir une... Alors je dis bien qu'ils revendiquent, d'avoir une compétence dans le détournement des SCADA, ça c'est une première chose. On n'est pas sûr qu'ils aient une réelle maîtrise ou une maîtrise aussi poussée que ce qu'ils revendiquent. Récemment, il y a un acteur malveillant qui prétend avoir pris le contrôle d'un SCADA sur un système d'irrigation dans le sud de la France. C'est pas très grave, pour autant c'est inquiétant parce qu'on sent bien qu'il y a des acteurs malveillants qui cherchent à monter en notoriété en revendiquant mais également en maîtrisant de nouvelles compétences. Et ça, c'est véritablement l'avenir pour eux et on le voit bien. On parlait d'ego tout à l'heure, il n'y a pas d'ego, enfin de problème d'ego que dans les organisations légales, il y en a aussi dans les organisations illégales. Et Dieu sait d'ailleurs que c'est pour bon nombre d'entre elles le carburant d'un certain nombre d'acteurs. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les systèmes industriels se sont informatisés par couches successives et pas forcément avec une recherche de sécurité, ab initio en tout cas. Le but c'était d'être plus efficace, parfois pour le DRH de couper un peu dans la ressource et d'économiser sur des postes en permettant de téléopérer un certain nombre d'actions depuis des points centraux et de ce fait de réduire la part consacrée dans la ressource humaine à des opérations qu'on pouvait déléguer à des systèmes automatisés ou téléopérés. De ce fait, on a accéléré la réalisation de certains processus, on les a facilités, mais on les a également rendus beaucoup plus vulnérables puisqu'on a augmenté de ce fait la surface d'attaque sur les systèmes. Et de ce fait, on a commencé par raisonner en rapidité et maintenant on est obligé de raisonner en sécurité. C'est un peu comme si on avait acheté une moto et que dans une courbe on se dise bon maintenant il me faudrait bien un système de freinage. C'est un peu tard, mais il n'est pas trop tard. Et Dieu sait que cette réflexion qui est aujourd'hui la nôtre s'impose. Il manque peut-être un terme, convergence et défis de la sécurité physique et cyber. Il a été évoqué la question de l'identité. Il manque peut-être l'aspect physique, cyber et humain. Parce qu'effectivement, l'accédant légitime au système, qui peut être dûment recruté, qui peut disposer d'une carte pour une authentification forte, eh bien, comme on est quand même dans un pays où les droits des gens sont quand même garantis, eh bien, on n'accède pas forcément à la totalité des informations qui pourraient être pertinentes pour la sécurité. Alors, Dieu sait que pour les activités essentielles et les activités vitales, les forces de sécurité intérieure vont réaliser un certain nombre de contrôles lorsque l'on va intégrer un salarié, dans le nucléaire par exemple, mais ce n'est pas forcément le cas dans les entreprises de transport. Ce n'est pas le cas non plus à la PHP.
il y aurait peut-être une réflexion. Alors oui, bien sûr, mais il y aurait quand même une réflexion peut-être à mener sur le durcissement d'un certain nombre de contrôles pour éviter que n'importe qui n'accède à n'importe quel système. Et je rappelle que la première attaque informatique, c'est le vol d'un ordinateur. Ça ne demande pas forcément des technologies de pointe. Il suffit de 2 mains pour ça et d'une clé pour ouvrir la bonne porte. Une entreprise de nettoyage peut très bien être le vecteur par lequel on va réaliser une attaque informatique. Et je terminerai mon propos sur cette réflexion. Merci. Vous avez parlé des SCADA, c'est très important parce qu'effectivement, les SCADA, c'est des motos. Et ils sont souvent anciens, de conception ancienne. Ils ont été patchés. Autant on peut dire, à partir de vendredi soir jusqu'à lundi matin, il n'y aura pas d'informatique de gestion parce qu'on met tout à niveau. Et lundi, vous retrouverez des outils parfaits. Les SCADA, aller demander à des fournisseurs d'eau, à des fournisseurs d'électricité et autres, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est un peu un point névralgique dans les entreprises, dans les organisations. Jean-Marc, nos élèves ont été bons, on leur donne une bonne note pour commencer. Alors vous pouvez intervenir à tout moment. Hein. Oui. En fait, ce qu'il y a derrière tout ce qui vient d'être dit, c'est la notion de résilience. Et donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de rendre plus robustes nos systèmes, nos organisations, pour faire face à l'évolution de la menace cyber. Alors, oui, allez-y. Sur la notion de résilience, on a une directive européenne qui va nous aider quand même pour certains d'entre nous, qui est la directive, alors il y a la NIS 2 pour le cyber, mais on a la directive REC également sur la résilience des entités critiques pour un certain nombre d'entre nous, qui va nous aider justement à asseoir juridiquement le niveau, enfin en tout cas la volonté de mettre au point une résilience accrue de nos systèmes. Je voulais simplement revenir sur... alors, c'est vrai, mon colonel, vous en parliez tout à l'heure, justement, sur le fait qu'il y a une femme, justement, suite à un ransomware dans un hôpital qui est décédée, etc. Alors, effectivement, il y a une implication physique réelle des attaques cyber et il y a des implications cyber réelles des attaques physiques. Alors, j'ai juste préparé un petit truc là sur quand le numérique impacte le réel et inversement. Bon, juste et très rapidement, le piratage d'une GTB, gestion technique bâtimentaire, donc l'arrêt de climatisation en salle serveur par exemple, et là où les serveurs surchauffent et qui entraîne une interruption d'activité. Les ransomware, bien sûr, avec le blocage du système d'information hospitalier. Là, c'est dramatique puisqu'on n'a plus accès, que ce soit à toutes les données numériques, imagerie, biologie, etc. Programmation des blocs opératoires, etc., etc. Intrusion dans le contrôle d'accès, donc déverrouillage des portes sensibles. Alors, on a des endroits extrêmement sensibles, bien sûr, dans les hôpitaux. Je vous passe les détails, on ne peut pas en parler, mais voilà, les hôpitaux sont quand même d'une importance extrêmement élevée pour la continuité du fonctionnement de la nation. Les accès bloqués, ou qui doivent être, alors comme ils sont bloqués, bon, on doit les ouvrir pour que ça continue à fonctionner. Donc, ils sont tout le temps ouverts, donc finalement, il faut qu'on mette du contrôle physique. Ou la manipulation de données médicales. Donc on a par exemple les faux résultats d'examen ou des pompes à perfusion reprogrammées, etc. Donc ça c'est dramatique. Et puis on a le moment où le réel impacte le numérique. Bon, et ça vous en êtes bien conscient, mais on doit travailler bien plus là-dessus, sur les intrusions physiques en salle serveur, installation de périphériques malveillants, alors les ROC Access Points. Alors moi, techniquement, je suis pas pointu, mais je travaille avec mon directeur de service numérique. Les sinistres, bien sûr, incendie, inondation, avec une perte simultanée de production et de sauvegarde locale. Et puis le vol d'un ordinateur. Donc là, vous l'avez dit, mon colonel, un ordinateur, c'est une attaque, c'est le début d'une attaque, d'une possibilité potentielle attaque cyber. Ou un prestataire mal contrôlé. Vous en avez parlé également, mal contrôlé. Donc avec une programmation d'un malware ou via un poste de maintenance, par exemple, etc., etc. Donc tout ça, il faut qu'on travaille et on va parler de gouvernance et qu'on travaille absolument en étroite coopération. Tu voulais...
plus vite parce que on voit bien avec le Cyber Resilience Act, comme on dit, ou la directive REC, que ça couvre tout ce qui est connecté. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les SCADA, mais c'est aussi les objets connectés et tout le reste. Au passage, je remercie Jean-Marc Autret, dont l'efficacité est légendaire. Il a relancé une tranche de Chinon pour qu'on ait à nouveau la lumière. Donc bravo. Alors, maintenant, si vous voulez bien, vous vouliez prendre la parole, oui. Oui, moi c'est extrêmement intéressant de vous écouter parce que moi je suis aux antipodes de tout ce que vous vivez. Moi je suis un établissement ouvert au public, 24 heures sur 24 quasiment. On a du public de 9h à minuit et des entreprises qui travaillent sur la Tour Eiffel de minuit à 8h59. Et on n'a absolument aucune culture sécuritaire parce que c'est normal, ça ne fait pas partie de notre ADN d'exploitation. Et ce qu'on cherche vraiment à faire, que ce soit dans le domaine de la protection physique ou de l'anticipation de la cybersécurité, c'est vraiment travailler d'abord priorité, sécurité, deuxièmement fiabilité et troisièmement exploitation. Et le problème qu'on rencontre toujours, c'est que l'exploitation passe constamment en termes de décision en priorité absolue. Voilà. Et ensuite, on travaille peut-être en fiabilité ou peut-être en sécurité, mais c'est vraiment un sujet qui est primordial dans la prise en compte des entreprises qui ne sont pas, en fait, comme les vôtres, connectées sur le domaine de la sécurité, de l'informatique, du régalien. Alors, on a l'image iconique de la Tour Eiffel, absolument, oui. Mais on est avant tout un opérateur, une société publique locale, qui est aussi là pour accueillir du public. Et du coup, Grégoire, à la liste de ce que vous avez globalement partagé, et par rapport à ce que tu viens de dire pour la Tour Eiffel, je pense qu'il y a quand même un sujet autour des tiers. Comment surveille-t-on les personnes qui viennent de l'extérieur dans nos environnements ? Et effectivement, l'identité et la caractéristique ou le pédigré d'une personne peut vachement influencer sur la sécurité. Et puis au final, c'est la supply chain. Puisque ces tiers, ils viennent peut-être introduire des équipements externes à votre entreprise. Et donc, il faut absolument surveiller ce qui va être fait lors de l'intervention du tiers. Et donc ça impose aussi des sujets particuliers de gouvernance. Ouais, je répondis très rapidement. C'est très facile de contrôler quand on travaille pour l'administration publique, dans la gendarmerie, dans un ministère de la Justice. Il ne faut absolument pas croire que c'est possible dans d'autres domaines, dans d'autres écosystèmes. Il y a des règlements extrêmement précis sur le fait qu'on ne contrôle pas. Voilà. Donc c'est la sécurité physique passant par l'identité, le contrôle de la personne, c'est pas une faille, c'est une porte ouverte réglementairement. Voilà. Donc ça, quand on l'a bien pris en compte, alors quand on vient du domaine régalien et qu'on arrive dans ce domaine un peu privé, un peu particulier, c'est un peu perturbant. Mais si on ne le prend pas en compte, on n'arrive pas à évoluer et à progresser. Je pense qu'effectivement, c'est un des enjeux majeurs des acteurs de la sécurité, que ce soit la cyber ou la sûreté physique, c'est effectivement de s'insérer dans ce qui fait le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire le business et l'exploitation pour la Tour Eiffel. Et évidemment, chacun dans son entreprise a cet enjeu-là qui est d'appliquer et de mettre en œuvre une politique de sécurité qui soit adaptée et qui ne soit pas une contrainte. C'est souvent comme ça qu'encore trop souvent la sécurité, qu'elle soit cyber ou non, est vécue. Et donc avoir cette capacité à s'insérer dans les dispositifs opérationnels et permettre vraiment, au contraire, d'être un facilitateur, mais dans un enjeu qui est bien sûr légal, de compliance et d'éthique. Enfin, il y a tout un ensemble de paramètres qui sont, selon les pays, très différents. Si on prend les problématiques d'identité, rien à voir entre ce qui se fait en Amérique latine, avec l'Amérique centrale, les problématiques... Enfin, on voit bien que ça aussi, c'est une dimension qui, dans les compagnies internationales, doit être également prise en compte. Et du coup, les politiques de cyber sont très centralisées, de plus en plus, dans les groupes, heureusement d'ailleurs, sont assez différentes de ce qui va se faire en sûreté, par exemple. En sûreté, on va devoir plus se caler sur des lois locales par rapport à des architectures cyber, même si là aussi il peut y avoir des petites nuances. Alors, un petit mot pour compléter ce qui vient d'être dit. On a, nous, identifié deux risques
pour les organisations. Le premier, c'est, alors je vais revenir au risque humain, c'est le mélange des usages. Usage privé, usage professionnel, notamment, alors on l'a observé sur les entreprises du secteur de l'agroalimentaire, qui sont, les exploitations agricoles sont souvent des petites exploitations, avec une faible culture de cybersécurité et parfois même de sécurité tout court. Et il y a parfois des employés, ce sont des entreprises familiales parfois, qui vont par exemple télécharger une version de PDF qui va être corrompue et qui vont introduire dans le système pro de ce fait. Alors l'idée à la base était plutôt bienveillante, hein. Il s'agissait de poursuivre dans la sphère privée des choses qu'on n'avait pas pu faire sur le temps de travail. Et qui vont ensuite donc ingérer des logiciels malveillants, InfoStealer par exemple, et qui ensuite vont corrompre le réseau professionnel. Ça, c'est une première chose. La deuxième porte d'entrée et d'insécurité, entre guillemets, cyber pour nous, c'est le fait qu'on va parfois avoir des corruptions dans la chaîne logistique logicielle. Vous avez des logiciels qui tous les jours vont se mettre à jour, et vous avez des acteurs malveillants qui ont une compétence suffisante pour aller corrompre des codes qui ensuite vont aller pénétrer à l'intérieur de vos systèmes et qui vont déjouer tous les systèmes de vigilance automatisés de vos systèmes. Alors évidemment, c'est très difficile à détecter, mais c'est un point de vigilance pour nous, et on l'a déjà vu avec des entreprises, notamment dans l'agroalimentaire, qui se sont faites avoir et dont les systèmes ont été complètement arrêtés par ce biais-là. Donc les portes d'entrée évoluent, je ne vais pas dire tous les jours, mais enfin quand même à une vitesse qui parfois dépasse les capacités de l'intelligence humaine. Et c'est important donc d'avoir une bonne communauté d'échange pour informer sur l'état de la menace. C'est intéressant parce que ça me permet de rebondir. Si les personnes qui mettent en œuvre les systèmes doivent comprendre les risques, ça veut dire qu'il y a un minimum d'acculturation, mais un minimum de formation. Et quand je dis les personnes qui sont employées, que dire du COMEX? Que dire de la gouvernance? Est-ce qu'aujourd'hui la gouvernance est consciente des enjeux? Et est-ce qu'elle a plutôt tendance à dire je veux une protection périmétrique, le cyber c'est annexe, ou je veux du cyber, la protection périmétrique, il suffit de demander à l'agence privée de faire le job. Qui veut prendre la parole? Ah bah. Oui, alors je parlais de conception un peu idéologique des choses, hein, et je rejoins Sébastien qui disait que finalement il n'y a pas... Alors moi dans les hôpitaux de Paris, la culture de la sécurité n'existe pas. Et vous parliez du COMEX, et effectivement il est plus noble de se consacrer finalement à quelque chose qui est un peu abstrait, qui est la cybersécurité, donc où on a un directeur des services numériques, services informatiques, qui va exposer des choses qui sont parfois très compliquées, etc. On se dit, bon, c'est bon, il maîtrise. Donc ça passe bien. Que finalement d'exposer des choses où on va dire, écoutez, il faut mettre des barrières, il faut mettre des agents en uniforme, il faut mettre, etc. Où là, je peux vous garantir que dans les hôpitaux, c'est pas la conception. Un hôpital, c'est quelque chose qui doit être très ouvert. Alors on va mettre le paquet sur les barrières informatiques, mais en revanche, on va extrêmement limiter les barrières physiques. Et c'est là où finalement il faut qu'on progresse. Et c'est mon job, hein, finalement, de faire comprendre que la culture de la sécurité, elle implique aussi chacun, et ce n'est pas que les responsables de sécurité, etc., qui doivent s'assurer de ça. C'est chacun, chaque employé doit avoir cette culture-là. Sébastien, tu voulais dire? J'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, mais j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur la valorisation des données de l'État. Et on s'était renseigné avec un petit groupe de travail sur la valorisation des données de l'État. Combien de nos hauts fonctionnaires formés à l'INSP, Exena, combien d'heures de formation ont-ils sur la valorisation des données de l'État, qui est un indice de performance extraordinaire pour l'État? On a des marges de progression extraordinaires. Mais il y avait, je crois, 2 heures facultatives chaque année. Combien de membres d'un COMEX de façon générale, de hauts fonctionnaires, ont été formés à la cybersécurité? Quel est le nombre d'heures de formation à la cybersécurité à l'INSP? Voilà, je pense qu'on a tous en tête un ordre de grandeur sur la réponse. Et ça explique
aussi notre présence aujourd'hui autour de ce panel. Ça, c'est le premier point. Et la crainte, c'est de façon générale, hein, là je ne parle pas pour la Tour Eiffel, mais je parle de façon générale par rapport à ce qu'on peut voir avec différents collègues. La crainte qu'on a un petit peu tous, en tout cas dans le monde de la sécurité qui gravite autour de la Tour Eiffel et de la place parisienne, c'est qu'on va réagir, comme toujours en France, après une crise. Voilà. Tant qu'on n'aura pas vécu un drame, entre guillemets, numérique, on en sera incapable de prendre les bonnes décisions. Voilà. Ça, c'est un petit peu la crainte. C'est dans notre culture, c'est dans notre formation, c'est dans notre vécu. Il faut aussi s'y préparer à notre niveau. Voilà, c'était deux réflexions très rapides. Oui, alors je vais apporter aussi un regard sur ma casquette CDSE, qui j'ai le plaisir de présider une commission sécurité numérique qui fait à la fois le numérique dans la sécurité et la cybersécurité au sens protection. Et cette occasion d'organiser des réunions de présentation sur des thématiques assez variées montre combien aujourd'hui les en gros, pas que le CAC 40, hein, mais bien au-delà, ont quand même beaucoup évolué. Je veux dire, il y a le cyber, je peux en parler de toute façon dans le détail, mais depuis 15 ans, on sent bien que dans ces entreprises de cette taille significative, il y a eu une prise de conscience et qu'aujourd'hui, très peu de dirigeants de ce niveau-là ne prennent pas en compte le risque cyber comme un risque pour eux-mêmes, commencer par eux-mêmes déjà, et un risque majeur si effectivement devant le board ils ne sont pas en mesure de montrer une politique de cybersécurité. Je pense qu'il y a malheureusement pas cette prise de conscience partout à tous les étages, et je pense que dans les entreprises de taille inférieure, même si les choses ont beaucoup évolué, grâce à des actions comme cybermalveillance, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par le passé, mais je pense que clairement on voit encore quand même qu'il y a une différence entre les niveaux sur la prise en compte du risque cyber. Après, la gestion de crise après le Covid, j'ai aussi le sentiment, c'est ce qui ressort des discussions qu'on peut avoir avec les responsables sûreté qui ont été beaucoup mis en avant à cette occasion, comme coordinateurs, pilotes en tout cas, qui ont pris en main, je dirais souvent, la gestion de crise dans des organisations où ce n'était pas véritablement mis en œuvre ou en tout cas formalisé. Ça, c'est des choses c'est plus récent, ça fait 5 ans, on le voit bien, donc 15 ans, 5 ans. Je pense que la convergence, c'est maintenant. C'est vraiment l'hybridation. Elle est en train de s'afficher dans à peu près tout ce qu'on peut imaginer, dans tous les risques. Bien sûr, on aura toujours des ransomware, des attaques purement cyber, mais j'ai le sentiment que les organisations sont de plus en plus sensibilisées. En tout cas, encore une fois, les grandes organisations, je parle de ce que j'adresse peut-être plus en ce moment, mais la sophistication des attaques, par contre, et le fait de faire converger ces fonctions pour pouvoir mieux y répondre et travailler derrière des plans de continuité, des plans de reprise d'activité, ça c'est quelque chose qui est vraiment maintenant au cœur de l'actualité. Alors je vais peut-être doucher votre optimisme. Sur la question des ransomware, il y a deux choses qui nous inquiètent. La première, c'est que le chiffre des attaques constatées est en baisse. Alors, vous allez me dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais c'est pas logique. C'est pas logique parce que c'est rare quand même qu'on arrête d'aller voir la poule aux œufs d'or. Donc on pense qu'il y a des entités qui ne déclarent pas leurs attaques. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elles ne déclarent pas leurs attaques? Parce qu'en réalité, les criminels ont changé de mode opératoire. Et plutôt que d'aller chercher à taper un hôpital et récupérer le magot en plusieurs millions, ils vont aller taper des petites entités mal protégées et demander des rançons qui sont raisonnables. Allez, 500 € et on n'en parle plus. Bon, hop, on récupère la clé, on déchiffre les données, on remet en marche le système. Et après, pourquoi aller au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, attendre des heures, voir éventuellement ces systèmes saisis, parce qu'on a tous en tête l'idée effrayante des gendarmes qui débarquent, qui mettent de la rubalise partout, qui prennent tous les serveurs et qui vous les rendent dans 3 mois. Bon. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le ransomware as a service, qui permet à des gens qui sont techniquement très faibles d'accéder à un niveau de compétence qui leur permet d'attaquer des grandes entités ou en tout cas des entités mal exposées. Et de ce fait, le ransomware a encore quelques belles années devant lui,
même si j'ai peur qu'il soit invisibilisé pour les raisons que je viens d'évoquer. Dernière chose, on a des malfaiteurs qui aujourd'hui font du chantage juste en faisant un vol de données. Et ça, c'est une tendance qui apparaît également. Et c'est double profit, parce qu'on vole les données, et on explique à celui à qui on a volé les données que s'il nous paye, on n'exposera pas ces données. Mais en réalité, celui qui a payé, la victime, n'a aucune garantie que les données ne vont pas être fragmentées et remises en ligne sur des sites qui ne sont pas forcément veillés tous les jours, hein, et avec des noms d'acteurs qui vont dissimuler le lien entre la victime et l'opération malveillante. Donc en réalité, on a une attaque, un type d'attaque qui est en train d'évoluer, qui est peut-être moins sophistiqué, qui est peut-être également plus accessible pour des profils qui ne sont pas techniquement très élaborés, mais avec des gens qui ont conçu du code, qu'ils mettent ensuite en accès contre rétribution. Donc ça leur fait quelque part une sorte de rente. Hein, et de ce fait, cette menace est toujours très actuelle. Et je pense que les entreprises doivent en prendre conscience, même si dans le dernier rapport que l'on a établi, on a indiqué qu'il y avait une baisse tendancielle des faits constatés. Et j'insiste bien sur ce terme. Oui, merci mon colonel. Tout à l'heure, vous parliez du mélange de genres entre la vie privée, la vie professionnelle, etc. Chez nous, à EDF, cette situation nous a fait beaucoup réfléchir sur l'approche graduée, justement, et sur la classification des systèmes. Et pour répondre à votre question, le COMEX, aujourd'hui, on le sensibilise par le biais des homologations. Et c'est vrai que la loi de programmation militaire, nous qui sommes OIV, avons dû faire des analyses de risques pour évaluer la criticité de nos systèmes d'importance vitale. Et les risques résiduels, il a bien fallu à un moment donné les exposer à nos dirigeants pour prendre des décisions. Ces décisions, elles ne peuvent pas être éclairées que par une approche holistique des risques. Et donc tout ce qui vient d'être dit, en fait, rentre dans l'analyse. Et c'est ça qui permet d'éclairer les décideurs sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Après, en opération, si vous commencez à mettre des mesures différentes chez les uns et chez les autres, vous commencez à perdre les intervenants ou les gens de terrain, y compris les intervenants extérieurs, qui finalement n'ont plus de repères et ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire ou ne doivent pas faire. Et donc il faut absolument avoir une vision holistique et absolument traiter les risques résiduels sous une approche cohérente et justement qui apporte des repères à tous les intervenants. Vous avez parlé de la loi de programmation militaire. Je pense que la directive NIS 2 va avoir un effet considérable. L'autre jour, quand on était au Creusot, on s'est rendu compte que non, mais la communauté urbaine du Creusot est une entité essentielle pour un certain nombre d'aspects, la distribution de l'eau et le traitement des déchets. Mais dans la communauté urbaine, vous avez des petites communes qui font 1000 habitants. Et donc, elles vont forcément se trouver impactées aspirées par les obligations de NIS 2 pour la communauté urbaine. Et en fait, avec la supply chain, comme on dit, la chaîne logistique, on va voir que ce n'est pas simplement 15 000 entités qui vont être concernées, mais beaucoup plus, parce qu'il y a les sous-traitants, les sous-traitants des sous-traitants, et peut-être le petit artisan local, in fine. Donc ça vous montre bien que cette prise de conscience, elle va peut-être pas arriver par le haut en disant, ça y est, on a compris la gouvernance, on est responsable, mais elle va arriver par le bas, par la responsabilité, notamment qui est introduite par NIS 2. Et il y a une question aussi, c'est que Guillaume Poupard, quand il était patron de l'ANSSI, disait la question n'est pas de savoir si on sera attaqué, c'est quand on sera attaqué. Et donc, la question, c'est comment je prépare la gestion de crise. Alors, est-ce que souvent la gestion de crise est un moyen de rassembler tous les acteurs, qui soient acteurs du physique et les acteurs du numérique? Et autre question que je voulais vous poser, et si je sous-traite, moi, une partie de ma cybersécurité à des tiers extérieurs, ma gouvernance, ma convergence, est-ce qu'elle est possible si, d'un côté, j'ai des entreprises de sécurité classiques qui interviennent, de l'autre côté, des entreprises de cybersécurité qui sont des sous-traitants, qui, finalement, fait le lien. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est le RSSI, c'est le DSI, mais finalement, en termes de gouvernance, comment ça se passe? Vaste question. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, alors,
ce sujet de la gouvernance est essentiel. On a d'un côté les DSI et RSSI qui ont une approche logique plutôt de la conception de la sécurité, et de l'autre côté un responsable, les directeurs sûreté sécurité, qui ont une approche, une protection physique sur le contrôle d'accès à vidéo, les agents de sécurité, etc. Donc cette histoire de la gouvernance, je vous ai sans prétention, hein, des préconisations qui me viennent à l'esprit et justement sur lesquelles nous on travaille à la PHP. Alors ça reste embryonnaire, hein, parce qu'on part de très loin sur cette gouvernance commune. C'est alors instaurer une gouvernance unifiée, donc cyber, physique. Ce qu'on a mis en place avec des réunions mensuelles. Alors c'est bien, hein, de se voir en réunion, mais il faut derrière ça produise quelque chose. Donc il y a cette idée aussi d'élaborer un registre unique des risques, qu'ils soient cyber ou physiques. Alors ça existe pour les OIV avec le plan de sécurité opérateur, où finalement cette approche, mais c'est là où on doit progresser, c'est-à-dire que, allez, on va confier aux délégués défense sécurité le fait de mettre d'un côté les risques physiques, etc. Et puis on va confier au PSI ou à RSSI de mettre de l'autre côté les risques cyber. Bon, je pense que cette approche-là, elle doit progresser, c'est-à-dire qu'on doit voir quelles sont les interactions entre les deux, tout simplement. Mettre en place une zonalisation. Alors la zonalisation, on travaille beaucoup actuellement sur cette zonalisation, puisque ça implique toute la stratégie de sécurité qui existe derrière sur le contrôle d'accès. Zonalisation physique qui doit être alignée sur la segmentation des réseaux. Ça, c'est très important également. Et alors là, peut-être Thierry, tu en parleras sur la gestion des crises, mais déployer une hypervision commune. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'un côté un SOC pour le cyber, et puis de l'autre les PC sécurité, chacun dans son silo. On doit avoir une approche qui doit être bien plus globale sur l'hypervision de la sécurité en commun. Une politique unique des identités. Bon, là on travaille énormément là-dessus, sur les badges professionnels, là, les accès physiques, etc. Des authentifications multifacteurs sur certains accès qui sont ultra sécurisés, alors que ce soit dans la recherche ou dans la préservation de ce qui est d'importance vitale. Et puis voilà, la formation du personnel à la culture du risque. Ça semble essentiel. Alors j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, c'est des préconisations qui me semblent de bon sens, voilà, et que tout le monde peut avoir, mais après c'est la mise en œuvre qui est plutôt complexe. Alors, je vais compléter ou poursuivre en répondant à la première partie de ta question sur les crises. Il est clair qu'on a vu, toujours mon côté optimiste, une professionnalisation, une montée en puissance de la thématique gestion de crise depuis quelques années, et qu'effectivement, il me semble que dans un certain nombre en tout cas pour ce que j'en connais, que j'ai eu une vie courte de consultant entre mon long passage à l'intérieur et mon arrivée chez Capgemini, et je participais aussi à des actions de sensibilisation ou clairement de remédiation sur la gestion de crise ou d'intervention à cette occasion. Et il est clair que la gestion de crise est un moment fédérateur. C'est un moment où effectivement on met autour de la table tout le monde pour pouvoir converger sur une réponse qui est à apporter un élément imprévisible, en tout cas qu'il faut absolument résoudre. Et ça, ce qui est intéressant, alors je ne veux pas le décliner sur l'ensemble des sujets qu'on peut rencontrer en gestion de crise, ça serait trop long, mais je pense qu'un sujet, par exemple, me semble très caractéristique de pratiques qui se rapprochent, mais qui ne sont pas totalement les mêmes en gestion de crise, c'est l'utilisation de l'OSINT. L'utilisation de l'OSINT dans un sujet où on va avoir une attaque cyber avec des problématiques d'individus ou d'acteurs, que ce soit des acteurs de menaces qui peuvent être internes ou externes, parce qu'on sait très très bien que ces sujets-là peuvent avoir un côté protéiforme, va nécessiter, bien sûr, par les équipes cyber, par les équipes
du SOC ou du CERT, ça dépend des configurations, mais en tout cas, là où on est en charge des questions d'OSINT, vont pouvoir investiguer sur les caractéristiques des menaces. Et l'OSINT et la sûreté va avoir certainement un regard légèrement différent, mais tout à fait complémentaire. Et alors, là où c'est possible, ce sont les qui font les actions, mais il est bien important d'avoir cette dualité de regard. Et c'est pareil, l'important c'est qu'en gestion de crise, ça converge. Et que ça donne un résultat qui contribue à éclairer les juristes, les acteurs qui sont en charge, pilotes de la crise. Est-ce que vous pouvez dire un dernier mot avant que je donne la parole à nos amis qui ont des questions à poser? Oui, en général, juste un petit point sur la gestion de crise. Alors, vous savez, c'était Churchill qui disait même un paranoïaque peut avoir des ennemis. Donc, celui qui est en charge de la préparation de la gestion de crise doit avoir un esprit un petit peu tordu. J'ai l'habitude de dire que, et c'est la raison d'être de ma division, tout ce qui n'a pas été anticipé finit en crise. Et le principe, ça a été rappelé tout à l'heure, hein, la question n'est pas de savoir si on va être attaqué, mais quand. Et de ce fait, une fois que le système est enfoncé, il faut aussi avoir préparé la défense. C'est important. Tout ne peut pas reposer sur la défense du château fort. Il faut admettre qu'un jour, la porte soit enfoncée et que l'adversaire se retrouve à l'intérieur du système. Et c'est là que la gestion de crise prend toute son importance, y compris à froid. Parce qu'il faut gérer le stress, parce que le centre de gravité de la gestion de crise, ça sera l'humain. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer le stress, il va falloir gérer ceux qui veulent à tout prix prendre le lead parce qu'ils ont la bonne idée et ils en sont convaincus. Il y a tous ceux qui vont moralement s'effondrer. Et donc, il y a un aspect gestion des compétences, mais il y a un aspect aussi management, dit-on dans le privé, commandement, on dit dans le monde militaire. Et donc... Très rapidement, moi je reviens sur la convergence des capacités et des savoir-faire. Juste pour la petite histoire, on peut effectivement faire converger des capacités en gestion de crise, en anticipation. Moi j'ai testé un truc il n'y a pas longtemps sur un groupe de travail. C'est travailler avec la méthode IBIO-CRM, voilà, sur la protection physique d'une structure. Voilà. Et c'est faire travailler des spécialistes, des experts de la cybersécurité, pardon, sur la protection physique d'une structure. Et ça marche super bien. C'est tout bête, mais là, il y a une vraie convergence des savoir-faire et on est dans l'anticipation. Voilà. Merci, mon général. Alors, pour rebondir sur ce que mon colonel vient d'évoquer, et notamment pour répondre à votre question, mon général, comment faire pour acculturer les décideurs à ces situations qui évoluent rapidement? Je crois que le plus simple, c'est quand même de s'entraîner. Et en s'entraînant, on apprend et on progresse. Et pour faire ça, il faut pouvoir poser un diagnostic sur des situations, être capable de projeter les choses en termes de pronostic et de ce que ça peut avoir comme impact sur nos systèmes d'information. Et au final, c'est ça qui vient éclairer le décideur. Et donc en entraînant toute la population sur ces sujets-là, on arrive par le biais d'exercices à faire monter en maturité pas mal de monde sur le sujet. Merci beaucoup. Eh bien, d'abord, on peut vous applaudir parce que vous avez été très collectif, très cohérent, malgré vos différences de métier. Je vais passer la parole à la salle, et je vais venir vers vous à cause de l'unicité du micro. Voilà, première question. Merci, mon général. Merci à tous. Dans cette vision un peu holistique, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de clients, des PME, des ETI, qui nous disent aujourd'hui, en réalité, le premier déni de service qu'on a, c'est la conformité réglementaire. Parce que chacun doit être conforme avec son propre règlement. Donc derrière, c'est plutôt une course à l'échalote, parce que chacun doit essayer d'être conforme avec le propre règlement qui le concerne, et ils n'ont pas le temps d'avoir cette vision
globale à la fin. Donc, est-ce que justement, comment peut-on basculer justement de cette approche réactive réglementaire à une approche plutôt proactive en disant comment je peux maintenant essayer d'organiser et d'avoir cette vision globale de tous les règlements pour essayer d'avoir une action unique. Encore une fois, je fais une réponse qui est, que j'appliquerai à un monde que je connais bien. Par contre, effectivement, chaque organisation a sa spécificité selon sa taille et sa localisation aussi. Ce qui me semble important, c'est qu'évidemment, admettre que la conformité est un fait transversal aujourd'hui et qui s'impose bien sûr aux acteurs de sécurité. Donc ce que moi je recommandais et quand je travaillais dans la société d'avant, dans ma précédente société, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le groupe où je travaille, et j'ai pu échanger aussi avec pas mal des acteurs du CDSE sur ce sujet. On a des comités, on va travailler sur des projets, la mise en œuvre de Nice 2, sur des comités qui vont vraiment embrasser plus largement que la fonction purement silo. Un steering committee de security, ou on va pas, excusez-moi, mettre de l'anglicisme, non désolé, mais enfin, ou des comités. Un comité de pilotage de haut niveau sur les enjeux de sécurité dans lequel vous allez insérer moi c'était, me semble-t-il, indispensable aujourd'hui, et mettre dans l'ensemble des fonctions pour vraiment, et ça contribue à acculturer aussi, il faut bien le reconnaître, les responsables de haut niveau, donc le faire à un bon niveau, bien sûr. En revanche, il faut que ça irrigue, parce que ça n'empêche pas de le décliner ensuite, c'est même recommandé de le décliner ensuite, mais en dessous, mais il est clair que c'est quelque chose qui me semble très efficace, en tout cas très apprécié, et qui contribue aussi à faire émerger des sujets de sécurité là où on ne les attendait pas. Pour ajouter un petit mot, en fait, dans ces organisations, enfin, dans la mienne, hein, qui semble très complexe, comme ça, c'est la vérité, hein, c'est que, bon, d'un côté, on a quand même toute une réglementation, en tout cas, qui existe, et une labellisation également, sur laquelle tout le monde doit se conformer, finalement. Alors, bien sûr, sur la qualité des soins, sur, etc., des labellisations haute autorité de santé, etc., qui inclut parfois, pas toujours, mais parfois un aspect sécurité, plus d'ailleurs cyber que sécurité physique, et sur laquelle chacun doit se conformer, finalement, pour obtenir le label, et la labellisation est essentielle. Après, on revient toujours sur cette notion de gouvernance, c'est-à-dire que on a une gouvernance d'un côté de la cybersécurité qui est très centralisée, et de l'autre de la sécurité physique qui est très décentralisée, finalement. Donc, ma difficulté, c'est d'essayer de coordonner l'ensemble de la sécurité physique sur l'ensemble des 38 hôpitaux, plus les annexes, le soutien, etc., d'un côté, plus au niveau plutôt central, d'essayer de mettre en œuvre cette gouvernance cyber et sécurité physique. Et donc là, effectivement, c'est un aspect essentiel, mais sur lequel il faut travailler. Bon voilà, j'enfonce encore une porte ouverte, mais il faut, c'est pas si évident. Et on parlait des égos, chacun, des visions différentes, etc. Il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Mais ça progresse, hein, mine de rien, ça progresse. En sûreté de fonctionnement, on a des lignes de défense et on parle souvent, même toujours, de prévention, surveillance et action. Et en fait, quand on parle de convergence, en cyber, et d'ailleurs c'est ce qu'elle va introduire Nice 2, c'est à peu près la même chose. C'est qu'on cherche à se prémunir d'une attaque cyber par la connaissance des événements redoutés, et ça fait le lien avec l'analyse de risque BIOS, puisque les scénarios de menace sont pris en compte en termes de métriques. Et au final, si vous n'avez pas de surveillance de ce qui est critique pour vous, c'est difficile de détecter des choses et de pouvoir agir rapidement. Et donc on est dans ce même mode de fonctionnement que la sûreté de fonctionnement, où on cherche à anticiper les choses en mettant en place des mesures de protection, à s'assurer de leur intégrité en les surveillant, et puis derrière en essayant de mettre en place une organisation pour pouvoir agir en cas de problème.
Oui, bonjour. Merci d'être présent. Alors, Willy Vincent, donc de l'administration pénitentiaire. J'ai des problématiques qui ressemblent beaucoup à ce que vous vivez, mais avec aussi une autre vision de l'intérieur, de l'extérieur. Alors, ma question, c'est de savoir, en fait, en termes donc, de OT-IT, comment avez-vous pu faire travailler aussi bien donc, ces deux mondes à travers vos différentes expériences? Parce qu'en fait, c'est une grosse problématique entre le RSSI qui a une certaine vision et ceux qui vont gérer le contrôle d'accès qui ont une autre vision. Comment avez-vous réussi à faire travailler et converger en fait ces deux univers? Merci. Qui veut répondre? Je vois Thierry avec le sourire. Je souris parce que j'imagine la difficulté qui est la vôtre pour avoir une petite expérience dans un grand ministère également, que faire parler des techniciens qui sont plutôt dans côté IT ou la cyber et évoquer des thématiques communes dans des instances vraiment d'échange pratique avec les acteurs de la protection physique, ça ne doit pas être intuitif et c'est quelque chose qui, à mon avis, nécessite... Enfin, c'est une première remarque que je me fais, mais j'imagine que c'est des actions individuelles qui vont certainement primer de manière empirique, mais il est clair que sans une implication de la hiérarchie et de la sensibilisation d'acteurs de bon niveau au niveau de l'organigramme du ministère concerné, ça va pas prendre. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose d'organisé. Et dans les entreprises, c'est plus simple parce qu'aujourd'hui, on raisonne par les risques. Et ces risques-là sont clairement identifiés. Le risque cyber, il est dans le top. Là, il a été rattrapé. En tout cas, en ce moment, il cohabite beaucoup plus avec le risque géopolitique, qui est devenu, qui a pris une place dans le top 3 des risques pour les entreprises confrontées à des enjeux internationaux. Mais il est certain que cette approche-là, elle décline parce qu'un dirigeant d'entreprise, c'est challengé par un board, par un conseil d'administration qui, derrière, se décline en plan d'action. Et donc, je pense que c'est en entreprise, enfin, c'est mon expérience, plus facile que peut-être en administration. Mais en tout cas, je pense que c'est l'implication forte avec les notes qui vont bien et les remontées d'informations vers le cabinet qui feront qu'un plan d'action spécifique sur cette convergence pourrait être facilité, surtout dans votre thématique. Madame, votre question? Moi, je travaille au niveau des équipes cybersécurité de la Cour de justice de l'Union européenne. J'ai été amenée à travailler avec la direction des bâtiments et de la sécurité. Et je voudrais avoir votre avis sur deux points. Le premier point, c'est comment on gère l'obsolescence d'un point de vue cybersécurité pour les directions où effectivement le service tourne, les ascenseurs marchent, les escaliers marchent, mais pour nous, ce sont des OS qui sont complètement obsolètes ou des systèmes qui sont difficilement virtualisables, donc on peut difficilement surveiller sur les réseaux. Et le deuxième point, c'est comment on gère la multiplicité des acteurs d'un point de vue cyber. J'ai appris qu'on avait des fabricants, qu'on avait aussi des mainteneurs de services, qu'on avait des utilisateurs. Donc il y a vraiment beaucoup de monde et la cybersécurité est plus ou moins appréhendée par ces différents acteurs-là. Et comment on peut agir, nous, en tant que cyber-experts, en fait, pour tout ce monde-là. Merci. Qui veut répondre? Jean-Marc. Merci pour cette question. Alors l'obsolescence, dans le domaine industriel, c'est un sacré défi. Il y a des systèmes que l'on ne peut plus corriger, qui sont plus maintenus. Et donc, à part le fait de les changer et de changer toute la chaîne complète qui va coûter très cher, en fait, c'est difficile. Avec la nouvelle directive NIS 2 et notamment avec REC, on introduit une notion supplémentaire qui est la sécurité physique, justement. Et donc le fait de mettre en place des mesures physiques pour protéger les systèmes permet d'accepter l'obsolescence. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué, parce que plus vous mettez de mesures physiques, plus ces mesures physiques ont une interaction directe sur le maintien en conditions de sécurité de vos systèmes qui sont obsolescents.
Donc c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, mais malgré tout, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de sécuriser physiquement nos installations, nos systèmes, nos locaux, pour justement faire face à ces sujets d'obsolescence qui, s'ils devaient être traités, coûteraient beaucoup trop cher pour un cycle de vie qui finalement est pas forcément très long. Chez nous, dans le nucléaire, les premières centrales nucléaires, il ne leur reste pas 50 ans à vivre. Hein. Donc on ne va pas les rénover, tous nos systèmes de contrôle-commande, comme ça, du jour au lendemain. Donc voilà, c'est une première façon d'aborder le sujet de l'obsolescence. Et après, le deuxième sujet, c'est de faire des campagnes pour traiter les mesures de sécurité qui seraient vulnérables par l'eau, selon les cycles de vie des systèmes. Quelqu'un veut compléter? Merci beaucoup. Oui, alors l'obsolescence à l'hôpital public, on connaît bien hein, sur un certain nombre de sujets. Je rejoins complètement ce qu'a dit Jean-Marc. Hein, effectivement, on est obligé de faire avec. Finalement, on va pas. Il est totalement impossible de remplacer. De remplacer toute une chaîne de produits qui existent, enfin de produits, de techniques qui sont déjà en œuvre et qui coûteraient extrêmement cher à remplacer. Donc effectivement, il y a toujours cette idée de remplacement par l'eau. Ben là, sur les 10 prochaines années, on va changer tout le système de vidéoprotection, par exemple. Là, on est sur le contrôle d'accès. Mais effectivement, on est obligé de suppléer justement cette obsolescence par la protection physique. Et il y avait une autre idée justement sur votre travail avec la direction des bâtiments, etc., qui s'occupe de la sécurité physique, hein, je suppose. C'est de travailler. Alors moi, je pense qu'il y a la technique qui existe déjà sur la sécurité des activités d'importance vitale devrait être finalement démultipliée et appliquée à l'ensemble des entreprises qui existent finalement, parce que c'est une méthodologie avec des objectifs et différents processus qui sont parfaitement cohérents et, à mon sens, applicables à n'importe quelle entreprise. Merci. Nous allons prendre encore 2 questions, madame, et après monsieur. Alors, allez, une troisième, je n'oublierai pas le troisième. Allez, 3 questions, mais courtes. Bonjour, enchantée. Céline Guillou, consultante cybersécurité et RSSI. On a beaucoup parlé du lien entre l'OT et l'IT, et on se rend compte que la cybersécurité autour de l'OT, c'est finalement quelque chose qu'on avait un peu oublié avant, c'est assez nouveau. Comment vous faites, vous, pour vous assurer d'avoir les bonnes compétences en interne sur ce sujet? Alors, je vous propose tout simplement de prendre les 2 questions en même temps, et vous répondrez aux 3 questions. Bonjour, merci pour les échanges. Le colonel Vestieux a parlé du facteur humain. Et alors moi, je suis consultant, je travaille sur les questions de sécurité globale et la mise en œuvre de mesures de sécurité. Et l'action humain est justement un de mes dadas. Comment est-ce que vous le gérez d'un point de vue entreprise, sur l'ennemi interne, sur la mise en œuvre, sur la mise en œuvre de mesures, l'accompagnement de la transition, du changement? On sait très bien que la sécurité, c'est pas forcément bien perçu. On est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Et comment est-ce que vous faites sauter les verrous? Voilà. Merci. Merci. Et la dernière question. Bonjour. La dernière question, en fait, elle était sur les aspects de souveraineté aussi, des solutions que vous allez trouver. Pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà ce que je vais dire. Il y a aujourd'hui des solutions françaises qui sortent de start-up françaises et qui répondent à beaucoup des problèmes de la sécurité de vos caméras de vidéosurveillance ou de vos commandes de porte, à la sécurité de vos ascenseurs obsolètes, vos installations électriques, de traitement des eaux, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions françaises. On a besoin qu'elles soient supportées, qu'elles soient aidées. Imaginez que tous vos systèmes, que vous ayez des vieux automates Siemens, Schneider, Allen Bradley, et ils ont 5, 10, 15, 20 ans, ils sont tous pas obsolètes, ils fonctionnent, ça marche tous les jours. Et vous dites comment je vais faire pour protéger toutes ces choses-là avec NIS 2? Il y a aujourd'hui des solutions physiques françaises qui existent et on a besoin de votre soutien, vous les grands acteurs, parce que d'un seul coup, on va dire que je fais de la pub, mais vous prenez un petit boîtier comme ça, il est dans le commerce depuis 15 jours,
vous avez un firewall dans chaque sens, vous avez un chiffreur, vous avez un système anti-DDoS. Ça n'existe nulle part au monde. C'est 100% français, fabriqué en France. On a besoin de vous. Comment pouvez-vous être les relais de l'innovation française? Vous avez vu que nous introduisons des pages de publicité. Alors, qui veut répondre à ces 3 questions? Deuxième question très rapidement. En fait, et puis ça rejoint un peu une question précédente. Je vais répondre à l'échelle de la Tour Eiffel, à l'échelle de la société publique locale. Le rôle du directeur de la sécurité globale, c'est de prendre son bâton de pèlerin et d'avoir 2 amis, en fait. Son premier ami, c'est le directeur financier. Voilà. Parce que l'obsolescence des systèmes, on est bien d'accord, c'est pas normal que ça soit obsolescent. Mais alors, il est hors de question de perdre l'initiative, de le subir et de ne pas aller défendre la conquête de nouveaux budgets qui sont prioritaires pour la poursuite de l'exploitation. Voilà, ça c'est primordial. Et les autres amis, ce sont les amis de la base. Voilà. Comment on fait pour aller développer l'esprit de sécurité, le besoin de sécurité? C'est en allant discuter avec, là je vous parle d'expérience, vraiment de façon constante, avec les salariés qui sont à l'accueil, à la technique, les administratifs, et aller développer le besoin, les actions. Et il y a un maître mot pour moi qui est vraiment primordial, c'est la transparence. Expliquer ce qu'on fait, expliquer quelle est notre analyse de risque. Et à part la transparence, moi je n'ai pas trouvé de formule magique à hauteur d'une petite entreprise, de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. On n'est pas 400 000, mais 400. Voilà. Donc ça change tout, bien entendu, sur la prise en compte du sujet. Non, alors moi, je vais de nouveau reparler du risque humain pour la deuxième question. Je pense que en matière de sécurité globale, il est important de faire s'asseoir autour de la même table. Alors, on parlait du directeur financier, le directeur juridique aussi, le DRH, de façon effectivement à cribler un petit peu les gens qu'on va faire rentrer dans l'entreprise et à qui on va concéder les droits d'accès. Ça ne permet pas tout, mais ça permet de réduire le risque. Mais le premier risque que l'entreprise doit réduire, c'est le risque pour elle-même. C'est-à-dire de ne pas aller, faire des fichiers qui seraient illégaux, de mettre des commentaires sur les salariés, etc. Voilà. Ou d'aller également espionner le salarié en ayant recours à une société dite d'intelligence économique, qui n'est pas toujours intelligente et qui n'est pas toujours économique non plus, et qui, grosso modo, va faire de la barbouzerie, parfois mal, et qui va se faire surprendre. Bon. À titre d'exemple, si vous avez un candidat que vous losinetez un peu, que vous avez, par exemple, un abattoir, et que vous voyez que sur son profil Facebook, il y a un patch L214, bon, ça doit vous encourager à une certaine méfiance. Alors, tout le monde ne met pas le patch L214, mais au moins, ce candidat-là, vous devez raisonnablement l'écarter, en disant que, bon, on est désolé, mais il n'y a pas de place. Voilà. Ensuite, il y a une notion de confiance, quand même, qui doit s'établir avec le salarié. Et au niveau du contrat de travail, il doit y avoir un certain nombre de clauses qui doivent permettre de sécuriser l'entreprise, notamment par rapport à l'accès à un certain nombre de données, l'accès au système d'information, l'accès au savoir-faire industriel ou technique ou commerciaux, etc., de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite, ou en tout cas de responsabiliser le salarié sur le plan pénal par rapport à ce à quoi il accède dans l'entreprise, et éviter de se retrouver en fait surexposé. Dernier point, l'informatique, c'est quelque chose qui provoque parfois des conflits sociaux dans l'entreprise. Parce que lorsque les systèmes d'information prennent le pouvoir, le travail du salarié devient plus rythmé, on lui impose des rendez-vous dans la journée et il a souvent l'impression de perdre une partie de la liberté qu'il pouvait avoir sur son poste de travail. Raison pour laquelle il est important qu'il y ait une forme de concertation à l'intérieur afin de déployer des mesures de sûreté qui ne soient pas vécues comme des mesures, pardon pour l'expression, de flicage et qui pourraient ruiner également le bon état d'esprit qu'il peut y avoir dans une entreprise. Faire adhérer autour d'un but commun, finalement,
la pérennité de l'outil de travail, c'est quelque chose qui intéresse à la fois la direction, mais également le salarié. Et de ce fait, on peut faire adhérer et les uns et les autres à un objectif commun en expliquant de façon assez claire quelles vont être les obligations en matière de sécurité qui vont être déployées. Voilà. Merci, mon colonel. Je vais réagir puisque, alors pour répondre à la première question, de mon côté, on a cherché à nommer des RSSI industriels dans toutes nos usines. Pour aller chercher ces RSSI industriels, on est allé dans le métier voir s'il y avait des personnes qui étaient appétentes au sujet du numérique et au sujet de la cybersécurité. Évidemment, on en a trouvé chez les automaticiens, principalement, ceux qui ont en charge les systèmes de contrôle-commande, mais aussi dans les structures de protection de site. La difficulté, en fait, est arrivée par la suite sur quelles mesures de sécurité mettre en service dans les environnements industriels. Et c'est là qu'on a eu besoin du métier, parce que protéger les automates ou les SCADA avec des mots de passe à 50 caractères qui, en fait, doivent être changés tous les 6 mois, c'est super compliqué dans les environnements industriels. Imaginez que vous ayez une panne et qu'un intervenant doit venir faire un diagnostic à 2 h du matin et qui ne trouve pas le bon mot de passe, etc. Et que, en fait, vous êtes sous le coup près d'un repli de production, c'est super stressant. Et donc, on a dû mettre en place des politiques adaptées à l'environnement de travail. Et ces politiques, on les a construites avec le métier. Il faut absolument impliquer le métier, et en impliquant le métier, on voit que certains s'intéressent au sujet, et c'est à ce moment-là qu'on peut leur proposer d'évoluer vers des fonctions qui touchent à la cyber. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à dire à l'IT, vous voyez, ce que vous faites dans l'IT, c'est très bien, adapté à l'OT, ça mérite quand même un peu de réflexion pour que ça puisse être mis en œuvre dans les activités de tous les jours. Les exemples des certificats, quand vous êtes sur un système qui opère dans le monde physique et qui réclame la mise à jour d'un certificat, c'est pas à 2 h du matin que vous allez aller chercher le certificat qui va bien pour pouvoir opérer. Donc, et ça rejoint les notions de sauvegarde. Quand vous faites des sauvegardes, il faut que tous vos secrets soient sauvegardés et qu'ils soient à jour. C'est pas tout d'avoir une sauvegarde dans vos pièces de rechange qui date d'il y a 2 ans. Si vous restaurez votre système et que finalement tous vos secrets ne sont pas disponibles, vous vous retrouvez avec reconstruire un système qui finalement ne dispose pas des bons secrets au moment où on en a besoin. Donc tout ça, ça s'applique avec des personnes qui connaissent les automates, les environnements, l'activité de travail, les contraintes opérationnelles. Et c'est grâce à la culture de ces personnes, avec l'appétence qu'ils peuvent avoir sur le sujet du numérique, qui fait qu'on arrive à faire monter en puissance des RSSI OT dans les usines. Voilà. Donc après, les solutions, effectivement, il faut aller les chercher au plus près du terrain, en adéquation avec les besoins de sécurité, et c'est là où il y a encore une convergence qui opère entre les, justement, personnes qui opèrent et les personnes qui cherchent à mettre en place des mesures. Bien, merci Jean-Marc pour ces paroles qui viennent de clore notre petit déjeuner. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je voudrais remercier toutes les personnes fidèles à nos petits déjeuners qui nous regardent par web interposé. Et c'est toujours un peu désolant de ne pas avoir de contact physique, mais on comprend bien aussi que l'accès à distance permet d'augmenter le nombre de personnes qui bénéficient de la connaissance, de la clarté des propos de nos intervenants. Merci aussi à notre foule immense de cette salle d'aujourd'hui, présente par ces questions. Et puis bien sûr, merci à vous 5 pour vos interventions qui ont été très complémentaires, finalement ont convergé. Vous avez convergé. Dire que vous êtes exactement sur la même voie, pas forcément, puisque vous n'êtes pas dans les mêmes métiers, dans les mêmes fonctions, mais je crois qu'on a vu que vous apparteniez au même écosystème, que vous avez travaillé dans un même vivier de personnes qui ont compris quels sont les enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain en matière de sûreté, de cybersécurité, et donc un grand merci. Nous nous retrouverons le 23 octobre prochain pour un petit déjeuner qui aura lieu vraisemblablement au quartier des Célestins, boulevard Henri IV, mais regardez bien quand on vous envoie l'invitation finale que c'est bien la bonne adresse. On était obligé
ne pas aller au Célestin aujourd'hui parce qu'il y a une manifestation officielle. Donc, on se retrouve le 23. Le 23 sera quelques jours après deux événements majeurs. Le Forum InCyber au Canada, où une grande partie de l'équipe ira. Et puis le Forum InCyber qui se déplacera au Creusot, et où une petite équipe y sera, dont moi-même, et Jean-Marc connaît bien les lieux, puisque nous avons l'ambition d'accompagner le Creusot dans son renouveau, terre d'industrie et terre de tous les futurs, Silicon Valley de la Bourgogne. Voilà. Donc, chers amis, merci, et on se dit à très bientôt, et avec la fidélité qui est la vôtre, pour permettre à nos activités de continuer pour faire avancer les choses. Je parlais tout à l'heure à quelqu'un du discours qu'on tenait en 2007 pour le premier forum et du discours d'aujourd'hui. On voit bien que c'est un changement en 18 ans qui est absolument considérable. Considérable, tant sur les contenus que sur les mots, que sur les concepts, sur la manière d'agir, l'agilité. Là, vraiment, on est dans quelque chose de tout à fait nouveau. Merci à vous cinq, et puis à très bientôt pour d'autres aventures.